Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue aux Nocturnes du Plan de Rome, à cette dernière Nocturne du Plan de Rome de la saison 2018-2019. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en direct sur Internet. Le sujet de ce soir, c'est la nuit à Rome. Qui d'entre nous se soucie de savoir si la nuit est sans lune ou nuageuse ? Pour les Romains, comme pour tous les peuples de l'Antiquité, c'est pourtant une préoccupation essentielle. Quand Pline le Jeune raconte qu'au petit matin de l'éruption du Vésuve, le nuage de cendres a créé l'obscurité, c'est pourtant la première comparaison qui lui vient à l'esprit. À peine étions-nous assis que ce fut la nuit, non pas une nuit sans lune ou nuageuse, mais, comme dans des lieux clos, la lumière éteinte. Aujourd'hui, dans les villes modernes, les nuits sont toutes les mêmes, avec ou sans lune, avec ou sans nuages. Mais la situation que nous connaissons est très récente à l'échelle de l'humanité. L'utilisation du gaz à partir du début, du gaz éclairage, à partir du début du XIXe siècle, a été une première révolution. Bruxelles, en 1817, a été la première ville éclairée au gaz. Mais c'est surtout l'arrivée de l'électricité, avec des réflecteurs perfectionnés, à la fin du XIXe et essentiellement à partir du début du XXe, qui a tout bouleversé. Le système du projecteur fait qu'on peut faire aujourd'hui de nuit pratiquement ce que l'on fait de jour. Nous sommes même arrivés à une sorte d'exagération qui fait que nous parlons aujourd'hui de pollution nocturne, de pollution lumineuse, pardon. En 320 après Jésus-Christ, si les satellites avaient existé, ils auraient filmé une Terre toute noire, sauf peut-être ici ou là quelques incendies de forêt qui pouvaient durer des semaines. Les textes témoignent pourtant d'une vie nocturne à Rome, et nous vous proposons de voir ensemble d'abord les techniques d'éclairage, puis les pratiques de l'éclairage. Pour terminer, Sophie vous emmènera dans Rome de nuit. Elle vous emmènera d'abord dans une maison particulière, dans une domus, où il y a une fête. Elle vous emmènera ensuite dans les thermes, qui à partir du début du IIIe siècle sont ouverts également la nuit. Et pour finir, elle vous emmènera au théâtre de Pompée, voir les préparatifs d'un spectacle nocturne. Le moyen d'éclairage ordinaire, le plus courant, c'est la lampe. C'est la lampe à huile. Le fonctionnement en est très simple. À l'intérieur, un réservoir d'huile. À l'extrémité, un trou pour laisser passer une mèche qui trempe dans l'huile. Au milieu, un petit trou pour remplir le réservoir, et on peut avoir du côté opposé à la mèche une anse pour tenir la lampe. Il existait des kits d'accessoires, une lame pour repousser la mèche et l'aplatir, des pincettes pour la tirer, le tout attaché à une chaînette que la personne qui était préposée à l'allumage des lampes pouvait porter à sa ceinture ou que l'on pouvait accrocher sur une lanterne ou un candélabre. On a retrouvé des milliers de ces lampes en terre cuite, souvent produites en série, avec des motifs divers. Vous avez vu sur la lampe précédente le combat de gladiateurs, qui est souvent représenté. On peut avoir aussi des scènes quotidiennes, comme sur cette diapositive qui représente une scène de pêche. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, apparaît la grande mode des lampes à motifs érotiques. Et ça durera jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Utilisées dans toutes les salles de la maison, les lampes de terre cuite étaient placées sur le mobilier, sur des candélabres, suspendues ou bien déposées dans des petites niches qui étaient prévues à cet effet. Elles pouvaient aussi être à plusieurs becs, comme celle que vous voyez au milieu ici, augmentant ainsi la puissance de l'éclairage. Alors, puissance, c'est relatif.
Une lampe à huile comme celle-ci consomme environ 8 grammes à l'heure. Ça fait une consommation d'énergie, si on remet ça en watts, de 85 watts. Mais l'efficacité n'est pas extraordinaire. Environ une dizaine de lumens. Pour vous donner une échelle de comparaison, vous vous souvenez des anciennes ampoules à incandescence? Les plus petites, c'était des 25 watts. Eh bien, les 25 watts, elles faisaient 230 lumens. Plus de 20 fois plus. Il faut dire que depuis l'Antiquité, nous n'avons cessé d'augmenter les performances des lampes. La lampe à huile, c'est entre 0,1 et 0,15 lumens par watt. Et aujourd'hui, avec les ampoules à LED, on est autour de 75 lumens par watt. Les lampes en terre cuite que nous venons de voir étaient les moins chères et les plus courantes. Mais il y a eu aussi une production de lampes métalliques avec ou sans crochet pour les suspendre. Celles en fer ou en plomb devaient rester d'un prix abordable, mais celles en bronze étaient un vrai luxe que seuls les riches romains pouvaient se permettre d'acheter. Certaines étaient même de très grand luxe, avec, vous le voyez, des lampes désouvragées, voire des lampes en or ou des lampes en verre. Le luxe pouvait aussi s'exprimer dans les supports de lampes, soit dans des petits porte-lampes assez bas, soit dans des candélabres, relativement hauts pour poser la lampe dessus. Alors quelquefois, d'ailleurs, la lampe faisait corps avec le candélabre lui-même. Ici, vous voyez autour du tombeau des Athéries, dans le tombeau, sur ce bas-relief du tombeau des Athéries, qui représente le lit mortuaire entouré de flambeaux, entouré de lumière plus exactement, on a les deux cas qui sont représentés. Sur l'un des candélabres, on a une lampe, peut-être en terre ou en bronze, peu importe qui est posée, alors que sortant de l'autre candélabre, on voit que la flamme fait corps avec le candélabre. Si celui-ci est portatif, d'ailleurs, on peut considérer que c'est une torche. La torche, le flambeau, la torche, c'est le deuxième moyen d'éclairage courant. La différence avec la lampe à huile, c'est que cette fois, le combustible est solide. Ce peut être des bois résineux, plusieurs baguettes, une seule baguette ou plusieurs baguettes de bois résineux. Ce peut être aussi des candélabres métalliques à l'extrémité desquels on va faire brûler du suif ou de la cire. Ces candélabres vont être utilisés à l'extérieur et non pas à l'intérieur comme les lampes. Ils vont être utilisés soit de manière portative, soit fixés à des murs. Il semble, d'après des textes juridiques, qu'il existait une fonction particulière qui était celle de lampadarius, qui était celui qui était chargé de porter les flambeaux pour des personnages importants. Les flambeaux étaient utilisés dans les processions nuptiales, par exemple, mais il était aussi utilisé pour escorter les consuls, les prêteurs, les personnages importants. Et on se demande, vous voyez, sur cette mosaïque de Piazza Armerina, si le personnage qu'on voit au premier plan, enfin qui est très abîmé, parce que la mosaïque est abîmée à cet endroit-là, si ce n'est pas le lampadarius de la maison, qui est en train d'accueillir le maître de maison. Troisième moyen d'éclairage, c'est la lanterne. Alors, la lanterne, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de cage métallique à l'intérieur de laquelle on a une lampe ou une bougie, mais qui est protégée tout autour par une paroi pour éviter que le vent, le souffle, les courants d'air fassent éteindre la lumière. Alors cette paroi, on en a retrouvé beaucoup de ces lanternes à Pompéi notamment, mais on a toujours perdu la paroi qui était en matière périssable. C'était soit de la corne transparente, soit du linge huilé, soit de la vessie. À l'époque tardive, le verre apparaît, mais ce n'était pas le cas à Pompéi, sinon on aurait retrouvé ce verre. Alors, comme il existait un porteur de flambeau, il existait aussi un porteur de lanterne qu'on appelle
le Lanternarius. On a quelques autres représentations iconographiques, mais celle-ci est particulièrement mignonne, avec ce petit esclave qui s'est endormi en attendant son maître, qui est peut-être à une réception de nuit. On a vu donc les moyens d'éclairage. Maintenant, quelles étaient les pratiques de l'éclairage? Eh bien, comme aujourd'hui, on travaillait aussi de nuit. Aulugel fait comme Balzac. Il écrit la nuit. On le sait parce que c'est lui qui nous le dit dans la préface d'un volume qu'il a appelé Les Nuits Attiques, comme c'est dans la campagne de l'Attique, en Grèce. Pendant les longues nuits d'hiver que je me suis amusé à écrire ce recueil, je l'ai intitulé Nuits Attiques. On illumine aussi les maisons la nuit pour les fêtes. Pour les mariages, on en dit un mot tout de suite. Claudien, qui célèbre les noces de l'empereur Honorius, rappelle qu'à cette occasion, à des cordons disposés avec cordes, on suspend pour la nuit qui va naître des lampes nombreuses. C'est aussi le cas pour les réceptions. Quand Cléopâtre reçoit Antoine chez elle, elle va lui en mettre plein la vue. Ça va être une réception fastueuse. Antoine en sera vert de jalousie. Et ce qui le surprit le plus que tout le reste, ce fut la multitude des lumières qui éclairaient de toutes parts, les unes suspendues au plafond, les autres attachées à la muraille, et qui formaient avec une admirable symétrie des figures carrées ou circulaires. Les rues. Est-ce que les rues étaient éclairées? Alors ça, c'est une question qui est très débattue pour Rome. Il est sûr qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, les rues n'étaient pas éclairées. On a plusieurs témoignages, je vous en donne au moins 2. Tacite, pour des événements qui se situent en 69 après Jésus-Christ. L'empereur Othon donne un banquet et on apprend qu'une sédition de soldats vient de se produire à Ostie. Il demande alors à tout le monde d'évacuer le banquet. Et alors, tout le monde chercha à regagner sa maison dans les ténèbres, par diverses rues de la ville. Un peu plus tard, dans le temps, Juvénal parle des dangers de la nuit à Rome, et il parle des rencontres avec les ivrognes. Un ivrogne à l'humeur belliqueuse se méfie de celui que conseille d'éviter une très longue escorte et outre un très grand nombre de lampes, un flambeau de bronze. Alors, le flambeau de bronze, ce n'est pas qu'il va éclairer particulièrement plus que les lampes, mais c'est un signe de richesse, c'est un signe de pouvoir. Moi, qui ne suis conduit que par la lune, ou la chétive lumière d'une lanterne dont je règle avec économie la mèche, il me méprise. Juvénal, lui, se déplace dans Rome avec une lampe à huile, en réglant la mèche au minimum pour dépenser le moins d'huile possible. Au IVe siècle, donc ça c'était le 1er siècle après Jésus-Christ. 4e siècle après Jésus-Christ, à Antioche, les rues sont éclairées. On le sait par le témoignage d'Amien, Marcelin, qui est d'Antioche d'ailleurs, mais qui ici raconte les exactions de l'empereur Gallus. Voilà ce qu'il osa faire au milieu d'une ville où l'éclairage de nuit rivalise avec la clarté du jour. Alors Antioche, c'est la 3e ville de l'Empire, après Rome et Alexandrie. Il serait étonnant que la 3e ville soit éclairée et que la première, Rome, ne le soit pas. Peut-être que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, la nocturne pompiers et police, on a parlé des vigiles et de la fonction de Sebakiaria, qui est attestée dans les inscriptions. Peut-être que cette fonction, qui est assez mystérieuse pour nous, consistait à disposer des flambeaux tous les soirs dans les rues pour au moins fournir des points de repère dans les rues. En tout cas, dans des circonstances exceptionnelles, les rues étaient éclairées. C'est Plutarque qui raconte que le soir de l'exécution des complices de Catilina, Cicéron est rentré chez lui, escorté, et dans la liesse populaire. Beaucoup de lumière éclairait les ruelles. Les gens plaçaient des flambeaux et des torches sur les portes. Les femmes éclairaient aussi du haut des toits pour lui faire honneur et pour le contempler remontant avec son majestueux cortège de patriciens. Suétone raconte que le soir du triomphe sur les Gaules, en 46 avant Jésus-Christ, César monta au Capitole
à la lumière des flambeaux que portaient dans des candélabres 40 éléphants, à droite et à gauche. Vous imaginez le spectacle. Alors, de toute façon, on sait qu'à partir du IIIe siècle, les thermes sont ouverts la nuit. Donc, il faut s'y rendre et les thermes sont éclairés. D'après l'histoire auguste, c'est Alexandre Sévère qui accorda aux bains publics de l'huile destinée à leur éclairage, alors qu'auparavant, ils n'ouvraient pas avant l'aube et fermaient avant le coucher du soleil. Alors, ceci dit, il y a quand même eu au moins des ouvertures occasionnelles des thermes la nuit, parce que Juvénal, au 1er siècle après Jésus-Christ, nous parle d'une femme qui se rendait au bain la nuit. Et puis, il y avait des spectacles de nuit. Il y avait des spectacles, si on suit Tacite pour faire remonter les jeux séculaires au tout début de la République, dans les années 509-508, eh bien, il nous dit qu'un oracle sibyllin ordonnait de célébrer ces jeux séculaires tous les 110 ans, et ils duraient 3 jours et 3 nuits. Et en effet, on sait qu'il y avait des spectacles scéniques à l'occasion de ces jeux séculaires qui devaient se terminer avant l'aube. Et puis ça s'est poursuivi pendant tout l'Empire. Suétone raconte que Caligula donna fréquemment des représentations théâtrales de différents genres et dans divers lieux, une fois même pendant la nuit, en faisant illuminer toute la ville. Et le même Suétone, à propos de Domitien, « Je ne parle pas des chasses et des luttes de gladiateurs qui avaient lieu, même de nuit, aux lumières. » Alors je vais laisser Sophie vous emmener maintenant dans Rome de nuit. Je voudrais vous dire auparavant que le principe des nocturnes, c'est de vous présenter nos travaux en cours. Alors nous ne prétendons pas que la Rome du IVe siècle que nous vous présentons, c'est la vraie Rome du IVe siècle, mais nous vous assurons que nous respectons au mieux les sources textuelles, archéologiques et iconographiques. Mais ces nocturnes, ce sont aussi des expérimentations infographiques et informatiques. Et ce soir, le défi était particulièrement difficile, puisqu'il s'agissait de visiter la ville de nuit. Et je peux vous assurer que pour un infographiste, c'est très difficile. Je vous présenterai tout à l'heure Axel Tillier, infographiste de l'équipe, à qui on doit beaucoup pour cette nocturne. Mais je voudrais vous demander aussi d'être indulgent si tout d'un coup les choses ne fonctionnent pas comme il faut, parce que Axel il a passé beaucoup de nuits pour préparer cette nuit à Rome, 5 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin au bureau, la nuit de dimanche à lundi, cette nuit jusqu'à 4 heures du matin, je crois. Ça fait beaucoup d'heures et il y a toujours des petits problèmes de ci, de là. Voilà, je vais maintenant laisser Sophie faire sa visite. Bonsoir. Ce soir, nous allons donc circuler dans Rome par une soirée de pleine lune avec une légère couverture nuageuse. Nous sommes dans une ruelle bordée d'immeubles et la première conséquence, vous le voyez, c'est que très peu de lumière arrive jusqu'à nous. Or, la nuit, nous le savons par les textes, Rome est une ville dangereuse. Voici très précisément ce qu'en dit Juvénal. Je vous lis le texte. Il nous dit « Il ne manquera pas de gens pour vous dépouiller, une fois les maisons closes, quand partout les boutiques font silence, volets fixés, chaînes de sûreté en place. » Il arrive aussi que surgisse à l'improviste un bandit qui joue du couteau. Tandis que les patrouilles armées font régner la sécurité dans les marais pontins et la forêt Galinaria, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Rome, les brigands s'abattent de là-bas sur Rome comme une proie. C'est important d'avoir ce type de témoignage en tête pour comprendre à quel point il va être rassurant de suivre un personnage muni d'une lanterne. Notre lanternarius, justement, vient d'arriver. Et nous allons le suivre ce soir pour nous rendre au banquet auquel nous sommes conviés à l'intérieur d'une domus. L'obscurité, vous le voyez, n'est pas totale puisque la lune est levée, mais le lanternarius ici va avoir une double fonction.
Première fonction, il va nous éclairer. Et puis, il connaît également le dédale des rues de Rome et il va nous conduire jusqu'à l'endroit souhaité. Et puis, deuxième fonction de ce personnage, en cas de mauvaise rencontre, et on sait par les textes que c'était quelque chose de relativement courant, eh bien, ce lanternarius pouvait nous servir d'escorte. Vous voyez que la maison dans laquelle nous allons dîner ce soir est particulièrement bien éclairée. Ça, c'est quelque chose, nous le savons par les sources anciennes, qui est relativement rare. Quand une maison est ainsi éclairée, c'est toujours lié à un événement heureux. Alors ça peut être une fête, une naissance, un mariage, ou le retour encore de quelqu'un qui est parti depuis très longtemps et qui va rentrer ce soir à l'intérieur de la maison. Nous allons donc franchir la porte de cette maison et commencer par passer dans le vestibule. Une fois que nous serons au bout du couloir, nous allons arriver dans la première pièce qui s'appelle l'atrium. Dans l'atrium, généralement, on va d'abord trouver un bassin au centre de l'espace. Vous voyez qu'au-dessus du bassin, un trou est ménagé dans le toit. Ce trou, on l'appelle le compluvium. C'est lui qui va servir à recueillir les eaux de pluie qui seront ensuite stockées dans une citerne. Donc ça, c'est la première fonction. Mais la deuxième fonction, c'est que si ce propriétaire a envie de passer une soirée à regarder les étoiles, eh bien regardez, il n'a pas besoin d'aller planter sa tente à une dizaine de kilomètres de Rome, il peut rester chez lui et regarder les étoiles, regarder la lune depuis sa propre maison. Ça fait envie quand même. Ça fait d'autant plus envie qu'à cette époque-là, il n'y a pas de problème de halo lumineux puisqu'il n'y a pas de pollution lumineuse dans les villes antiques. Et donc, s'il n'y a pas trop de nuages, là, il va peut-être falloir attendre quelques minutes pour que les nuages passent, on pourra regarder les étoiles dans de très bonnes conditions. On a un autel également qui est bien mis en valeur par l'éclairage dans cette maison. C'est ce qu'on appelle le laraire. Alors, sur le laraire, généralement, on va trouver une peinture avec un serpent. Ce serpent, c'est le génie du maître de maison. Et au-dessus, il est assez fréquent de trouver des petites statuettes. Ces statuettes sont là pour protéger la famille au sens large, c'est-à-dire la famille du propriétaire, mais également tous leurs esclaves. Et pour honorer ce qu'on appelle les dieux domestiques, on va faire deux choses. On va brûler un petit peu d'encens, comme vous le voyez sur la droite de l'autel, et on va également faire quelques offrandes de nourriture de l'autre côté. Tout à l'heure, Philippe vous parlait d'Aulugel, qui avait rédigé un de ses livres de nuit. Nous savons qu'en effet que certains intellectuels trouvaient qu'il ne fallait pas perdre trop de temps avec le sommeil purement improductif. Et donc, dans les maisons, on a une pièce juste en face de l'entrée qui s'appelle le tablinum, et c'est le bureau du maître de maison. Donc ici, le propriétaire, en soirée ou la nuit, peut s'éclairer avec des lampes à huile et il va pouvoir écrire sur différents supports d'écriture qui peuvent être du parchemin ou du papyrus. Il va tremper son calame, c'est-à-dire un morceau de roseau aiguisé, dans l'encrier qui se trouve sur la table. Et dans cet encrier, on va trouver un mélange de suie, de gomme et d'eau, et cela va lui permettre d'écrire. Mais certains, comme Quintilien, mettent en garde contre le fait de trop travailler la nuit, parce qu'il dit la nuit c'est quand même fait pour dormir. Il faut faire attention de bien reposer son corps pour pouvoir garder un esprit sain dans un corps sain, comme le dit la très célèbre expression. Pour le banquet, nous allons nous rendre dans une pièce qui s'appelle le triclinium. Alors on peut avoir plusieurs tricliniums. Il peut y en avoir un de façon classique qui se trouve en ouverture directe sur le jardin. C'est la pièce qui se trouve ici au fond à gauche de la maison. C'est un triclinium qui va particulièrement être utile lors des douces soirées d'été pour dîner tranquillement ici, allongé sur des banquettes. Les Romains dînent couchés, vous le savez peut-être, et ici, telle que la pièce est configurée, 9 personnes vont pouvoir participer au dîner. Et le personnel de maison va faire passer les plats sur la table qui se trouve au centre de ces 3 banquettes. Nous sommes dans une maison très riche, je pense que vous l'avez vu depuis le début de la visite, mais il y a un signe qui ne trompe pas, c'est ce porte-lanterne en bronze.
C'est quelque chose qui coûtait très cher pour l'époque, et même dans les maisons les plus aisées comme celle-ci, il ne devait pas y en avoir beaucoup d'exemplaires. Ce qui était beaucoup plus courant, ce sont les lampes en terre cuite, comme celle qui est ici posée sur un candélabre en bronze. Ces lampes-là, tout le monde pouvait se les payer. Les spécialistes estiment qu'une lampe comme celle-là coûtait à peu près ce que touchait un travailleur agricole pour une demi-journée de travail. Et vous avez vu qu'il y en avait régulièrement disposées dans cette maison pour la fête qui va être donnée ce soir. Quand on est ici, dans le jardin de la maison, on se rend compte très vite que malgré la multiplication des sources lumineuses, eh bien on n'y voit quand même pas grand-chose. On n'y voit pas grand-chose et pourtant on est un soir de lune, tout simplement parce que l'intensité des lampes de cette époque-là est faible. Et du coup, les activités permises dans l'Antiquité de nuit sont elles aussi en nombre réduit. Je voudrais vous en citer encore deux. Nous allons d'abord rejoindre les thermes de Caracalla, puisque vous avez vu dans la première partie que ces thermes, comme d'autres, pouvaient être ouverts de nuit à partir du moins du IIIe siècle. Et puis ensuite, nous irons voir les préparatifs d'un spectacle qui sera donné de nuit au théâtre de Pompée. C'est quelque chose qui devait être beaucoup plus rare. Nous voici dans la rue qui passe devant les thermes de Caracalla. On y voit quand même relativement bien sur cette vue-là pour deux raisons. Première raison, on est sous un clair de lune, ça je vous l'ai dit dès le départ. Mais regardez, ces thermes ont la caractéristique d'avoir des murs très blancs. Or, la lumière va très bien se refléter sur les monuments publics de Rome qui se caractérisent justement par cette blancheur. L'entrée monumentale des thermes est marquée par un arc de triomphe, et cet arc de triomphe est particulièrement bien illuminé grâce à des flambeaux. À quoi pouvaient-ils servir ces flambeaux ? Imaginez-vous une nuit noire complète, sans lune. Ils vont permettre aux Romains de se repérer depuis les rues environnantes pour viser l'entrée des thermes, surtout s'ils n'ont pas les moyens d'avoir un lanternarius comme nous tout à l'heure. Donc on va passer l'entrée monumentale des thermes et voir un petit peu comment ça se passe ensuite au niveau de la circulation. Pour être totalement honnête avec vous, nous n'avons pas de source pour savoir comment se passe l'éclairage de l'extérieur des thermes. Vous voyez que nous avons choisi d'être minimalistes sur le nombre de flambeaux. Nous n'en avons mis que 2 sur la porte principale d'entrée aux thermes. En fait, il y en avait d'autres, mais on va choisir celle-ci. Notre idée, c'est vraiment de diriger le regard du spectateur vers l'endroit, enfin, de diriger le regard des Romains vers l'endroit où ils doivent se rendre. Pourquoi n'avons-nous pas multiplié ces flambeaux ? Eh bien, parce qu'à partir d'une certaine époque, ces thermes étaient ouverts très régulièrement. Or, toutes ces lumières consommaient énormément de matières premières. On peut donc penser que leur nombre était géré de façon assez raisonnable pour ne pas multiplier les coûts. Nous allons directement rejoindre maintenant le vestiaire pour poser nos vêtements à l'intérieur d'un casier en bois. Et pour ceux qui ont déjà vu la visite des thermes de Caracalla de jour, vous voyez que l'ambiance est très feutrée, très différente. On va rapidement poser ces vêtements ici, dans les casiers, avant de rejoindre la palestre qui se trouve juste à côté. La palestre, à cette époque-là, c'est un espace qui va servir surtout dans les thermes pour faire du sport. Est-ce que les Romains pouvaient faire du sport dans cette palestre de nuit ? Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien parce que les sources ne nous le disent pas. Nous n'avons aucune source iconographique qui représente ces termes de nuit et nous n'avons non plus aucun texte qui nous permette de savoir comment les Romains se comportaient dans ces espaces la nuit. Personnellement, étant donné la faible intensité de ces lumières, quand on a restitué le modèle, on s'est rendu compte que probablement que les sportifs ne pratiquaient pas d'activité physique importante la nuit. Ici, je suis dans une pièce qui est très richement décorée. La magnifique mosaïque que vous voyez au sol, par exemple, représente justement ces athlètes qui vont s'exercer dans la palestre de jour. Cette mosaïque, regardez,
on ne la voit quand même pas très bien de nuit, parce que l'éclairage ne permet pas de mettre en valeur ces grandes décorations qui font pourtant dire que les thermes romains étaient appelés aussi les palais du peuple. Donc, ces mosaïques, on ne les voit pas très bien. Mais par contre, en fonction de la disposition des candélabres, on va pouvoir mettre en valeur des détails, comme par exemple ici les sculptures réalisées sur ce bassin en granit fait d'un seul bloc de granit. On va pouvoir mettre ces sculptures en valeur grâce aux candélabres, alors qu'en journée, je suis convaincue que nous passerions à côté du bassin sans même voir ces sculptures. La prochaine pièce dans laquelle nous allons nous rendre, c'est le frigidarium. Le frigidarium, c'est la salle froide des thermes. C'est là que l'on va principalement venir discuter entre amis. C'est un lieu d'échange, un lieu de transition. Ensuite, normalement, quand on vient se laver, on va passer par la salle tiède et par la salle chaude avant de revenir dans la piscine. Ce n'est pas ce que je vais faire ce soir parce que ce n'est pas notre sujet de discuter du parcours thermal. Par contre, je voudrais que nous passions quelques instants au bord de ce qu'on appelle la Natatio. La Natatio, c'est la grande piscine d'eau froide qui se trouve dans les thermes romains. Pour vous donner une idée de grandeur, cette piscine fait sensiblement la même taille que nos piscines olympiques modernes. Regardez comme cet endroit est de façon assez extraordinaire, poétique. La lumière coule, l'eau coule, les lumières se reflètent sur le bassin, l'eau est fraîche. Imaginez-vous qu'on est un soir d'été, que la température est montée à 40 degrés, qu'on a passé toute la journée à déambuler dans les rues bruyantes et poussiéreuses de Rome. On va pouvoir ici, au clair de lune, se délasser tranquillement en bordure de la piscine. Une fois qu'on a pris notre bain dans les thermes, on va rejoindre le spectacle qui pouvait être donné de nuit, mais cette fois de manière assez exceptionnelle. Et pour parler des spectacles de nuit, nous allons nous rendre dans le portique de Pompée et après dans le théâtre de Pompée. Étant donné que nous sommes sous un clair de lune, je vais vous demander de me suivre dans un milieu un petit peu onirique. Nous allons imaginer que nous sommes un préposé à l'empereur, un personnel chargé de tester le protocole, de voir que tout va bien avant que l'empereur n'arrive dans une petite heure pour assister au spectacle. Notre lanternarius est déjà là, parce que lui, il n'a pas fait le détour dans les thermes de Caracalla, et il va nous accompagner dans ce portique de Pompée. Par rapport à tout à l'heure, vous voyez qu'il n'est pas du tout question d'économiser la lumière, parce qu'on est sur un événement exceptionnel. Cela n'avait lieu peut-être que quelques fois par an, et encore probablement pas tous les ans. Et l'empereur, bien sûr, va être accueilli en grande pompe, donc tout est fait pour que l'illumination soit la plus belle possible. Ce portique de Pompée, c'est un véritable poumon vert pour la Rome antique. C'est là notamment que vont se rendre les amoureux, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, si certains d'entre vous jardinent, vous savez que nous prenons en compte les cycles de la Lune pour planter les végétaux. Dans l'Antiquité également, il y avait un certain nombre de croyances liées à la Lune, je vais vous en raconter deux. Pline l'Ancien nous raconte que si l'on ne veut pas perdre ses cheveux, donc pour les messieurs, écoutez bien, si on ne veut pas perdre ses cheveux, c'est simple, il suffit de les couper entre le 17e jour et le 29e jour de la Lune. Et d'après Pline, ça fonctionne très bien, et en plus, cela va permettre d'éviter les maux de tête. Donc, apparemment, c'est assez formidable. Et il nous dit par contre qu'il ne faut surtout pas couper ses ongles les jours des nonnes romaines, si jamais la lune est couverte. Alors le jour des nonnes romaines, ça nous donne entre le 5 et le 7 du mois, en fonction des mois. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un très mauvais présage, nous dit Pline, de couper ses ongles ces jours-là, si jamais la lune est couverte. Nous sommes maintenant arrivés derrière le mur de scène du théâtre de Pompée. Le spectacle n'a pas encore commencé, et du coup, les portes du mur de scène sont ouvertes. Elles seront refermées avant le spectacle. Et à travers la porte centrale, on aperçoit le temple à Vénus Victrix, Vénus victorieuse, qui domine les gradins du théâtre de Pompée. Ce temple à Vénus est important pour Rome.
quand on sait que Vénus, c'est la déesse qui a donné naissance à Énée, et Énée, c'est le prince troyen qui a rapporté les pénates de Troie pour fonder une nouvelle Rome. Donc nous avons, si vous voulez, un clin d'œil aux origines légendaires de la ville. Je vous ai dit que nous allions tester le protocole de sécurité, notamment avant l'arrivée de l'empereur. Pour rejoindre la loge de l'empereur, il va falloir que nous empruntions un escalier spécialement réservé aux princes qui se trouve à l'extérieur du théâtre. Donc je suis en train de m'y rendre. À quoi servait le portique sous lequel je me trouve maintenant pendant la journée? Il servait à deux choses. Première chose, quand une averse arrivait à Rome, alors qu'un spectacle avait commencé dans le théâtre, il fallait évacuer les spectateurs, parce qu'on n'avait pas de moyen de les protéger contre la pluie. Donc tout le monde sortait et tout le monde se réfugiait sous le portique qui se trouvait juste à côté. Deuxième fonction de ce portique, nous savons qu'il servait de musée. Des œuvres d'art, des peintures, des sculptures étaient entreposées ici. Malheureusement, aucune d'entre elles n'est parvenue jusqu'à nous, mais nous savons par les textes qu'ici étaient notamment représentées des femmes qui avaient connu une fécondité extraordinaire, notamment une certaine Alcipée qui avait accouché d'un éléphant. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner au niveau de la représentation, mais cette statue se trouvait au théâtre de Pompée, dans le portique. Vous voyez, nous sommes devant l'escalier d'accès de la loge de l'empereur. Les gardes, ici les légionnaires, savent très bien que nous sommes préposés au service de l'empereur et nous sommes une des seules personnes qu'ils vont laisser passer. Et ce soir, absolument plus personne ne pourra passer ici, à part le prince. Cet escalier est tout à fait monumental et il est très bien décoré avec du marbre à la fois sur les murs et sur le sol. Et si on tourne sur la gauche, on va directement arriver à la loge de l'empereur. Nous savons qu'ici, Néron a reçu le prince d'Arménie Tiridate, qui a dû à peu près prendre le chemin que nous sommes en train de parcourir, et nous arrivons dans la loge impériale. Regardez comment se présente le théâtre de nuit. Il n'y a pas de couverture, donc nous sommes dans un hémicycle complètement ouvert. Le spectacle va commencer dans une petite heure. On va laisser rentrer ensuite les spectateurs. Le vélum a été replié, parce qu'il n'y a pas nécessité de déployer les toiles de lin quand il n'y a pas de soleil, et nous sommes de nuit. Et le spectacle va pouvoir être donné sous l'aura bienveillante du temple de Vénus Victrix, dont je vous parlais tout à l'heure. Quelques mots de conclusion pour terminer cette visite. La visite virtuelle de ce soir touchait pour l'équipe au champ de l'expérimentation. Expérimenter, tester les hypothèses pour mieux comprendre un monde disparu ou fortement endommagé. Nous avons l'habitude d'utiliser la réalité virtuelle plutôt pour visualiser de l'architecture ou pour tester des systèmes mécaniques. Mais cette soirée permettait avant tout de s'interroger sur une réalité moins tangible, plus difficile à comprendre, la question des ambiances. Nous avons aussi tenté, pour la première fois depuis plusieurs années, de réintroduire des personnages dans la Rome virtuelle, mais toujours dans un but scientifique. Mieux percevoir les échelles, par exemple, rendre par l'image des réalités que nous ne connaissons que par les textes, ou encore permettre un nouveau mode d'interaction avec le modèle pour augmenter le sentiment d'immersion. Vous avez peut-être aussi remarqué que nous avons réussi à parler des activités nocturnes sans dire un mot de l'amour à Rome. Le sujet aurait pourtant pu être introduit à cette occasion et je suis persuadée qu'il aurait retenu toute votre attention. Si nous avons fait ce choix, c'est pour consacrer une séance complète à l'amour à Rome lors de la saison 2019-2020 des Nocturnes, dont le programme va s'afficher à l'écran dans moins d'une seconde. Voilà le programme de l'année prochaine, ici. Les semaines qui nous séparent de la reprise de ce séminaire, en octobre 2019, nous permettront de pousser plus loin, toujours plus loin, la restitution virtuelle de la Rome antique et de vous proposer un programme de visite qui, vous le voyez, sera complètement inédit.
Je vous remercie. Merci à vous tous. Comme c'est la dernière nocturne, on va faire ce que l'on fait toujours lors de la dernière nocturne du plan de Rome. Le travail que nous vous présentons, c'est bien sûr le travail d'une équipe. Et je vais demander à l'ensemble de l'équipe de venir sur la scène. Et après, vous pourrez poser, comme d'habitude, les questions que vous souhaitez. Il y aura, j'en profite aussi, le temps que tout le monde, toute l'équipe arrive sur la scène, pour vous dire qu'à la fin de cette année, au mois de décembre, nous organisons un grand colloque international auquel vous pourrez assister, où il y aura tous les spécialistes de la topographie et de l'urbanisme de Rome, notamment tous les professeurs italiens spécialistes de ces questions. Alors, Éric Leroy du Cardenois, professeur d'études germaniques, c'est le directeur de l'ERLIS, l'équipe de recherche en littérature imaginaire et société, à l'intérieur de laquelle se déroule le projet Plan de Rome. Éric est aussi maintenant le nouveau directeur du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle. Et qui mène d'autres projets, bien sûr, que le Plan de Rome. À côté de lui, Sophie Madeleine, ingénieure d'analyse ingénieure de recherche en analyse de sources anciennes, qui est au cœur de tous les dossiers scientifiques pour la restitution de Rome, au cœur aussi de toutes les questions administratives et financières. À côté d'elle, Noémie Gauthier, qui est triste ce soir, et nous aussi nous sommes tristes parce que c'était hier ce dernier jour de son dernier contrat avec nous. Elle a retrouvé un autre travail à l'université. Mais Noémie, vous la connaissez bien, elle est depuis longtemps avec nous, vous la connaissez à l'accueil, vous la connaissez quand il s'agit des questions, mais elle a aussi fourni un énorme travail scientifique dans l'équipe. La plupart des dossiers des nocturnes de cette année ont été préparés par elle, et elle a déjà préparé les dossiers de l'année prochaine. Axel Tillier, c'est l'homme des nouveautés. Il est infographiste dans l'équipe. Quand nous avons proposé à l'équipe cette idée d'une nocturne présentant Rome la nuit, notre infographiste chef, Nicolas, rentrait les épaules, la tête dans les épaules. Et il faut dire qu'on ne pensait même pas que ça allait être possible, parce qu'on voulait deux choses. On voulait à la fois la nuit, et on voulait des personnages pendant la nuit. Pour l'infographie, en 3D, c'est ce qu'il y a de plus dur. Eh bien, Axel a accepté de relever ce défi. Et vous voyez, ça a marché ce soir. Nicolas Lefebvre, eh bien, c'est l'informaticien chef de l'équipe depuis 15 ans avec nous. La 3D, la réalité virtuelle, ce sont deux métiers qui sont compliqués. C'est à la fois de l'infographie en 3 dimensions et c'est de l'informatique. Et Nicolas, eh bien, sait manier les deux à merveille, et c'est lui qui, depuis la création du CIREV, eh bien, crée toutes les applications qui nous permettent de faire de la réalité virtuelle, à la fois ici en présentation ou dans la salle de réalité virtuelle. Karim Samour est docteur en histoire. Alors lui, il s'occupe de tout ce qui est médiation scientifique autour du plan, pour la réalité virtuelle, pour le CIREV en général, pour le plan de Rome en particulier. Il va présenter le plan de Rome virtuel dans tous les établissements scolaires de Normandie, en itinérance. C'est lui aussi qui s'occupe avec
la DSI, la direction des services informatiques, des captations des nocturnes et la diffusion sur Internet. Et il a aussi une activité scientifique dans l'équipe, puisqu'il est en train de préparer un projet de sonorisation du plan de Rome virtuel, mais fondé sur des sources scientifiques. Jérôme Nicole est doctorant dans l'équipe. Il prépare une thèse sur les automates de l'Antiquité. Alors, c'est une thèse à double discipline, à la fois dans le domaine de la littérature grecque et dans le domaine de l'informatique. La thèse sera soutenue en informatique. Il existait des automates dans l'Antiquité. Vous avez peut-être assisté à la nocturne qu'il a lui-même présentée l'an dernier. Ces automates étaient faits pour créer l'étonnement, à la fois pour démontrer des principes physiques, mais aussi pour créer l'étonnement. Eh bien, Jérôme va essayer de recréer avec la réalité virtuelle le même étonnement que ces automates pouvaient produire dans l'Antiquité quand on interagissait avec eux. Donc il doit soutenir, j'espère que ça va être bien tenu dans les délais, à la fin de cette année. Et c'est lui aussi qui a créé dans l'équipe l'application Romain Tabula qui vous permet de retrouver, si vous voulez, ce soir, sur vos téléphones portables, sur vos tablettes ou sur vos PC chez vous, des modèles que nous vous présentons ici. Et le dernier, mais pas le moindre, Charlie Morino, qui est l'infographiste du CIREV statutaire. C'est lui qui crée les modèles. C'est lui qui nous fait les textures. La plupart des modèles que vous voyez, c'est un grand spécialiste de la finesse des textures. C'est aussi un grand spécialiste de l'animation vidéo. Si vous vous souvenez de la nocturne qu'on a faite sur les machines de guerre, du Deribus Bellicis, on vous a présenté des animations mettant en fonctionnement ces machines, eh bien, c'est le travail de Charlie. Voilà. Merci à toute l'équipe, merci à vous tous. Et nous allons passer maintenant, comme d'habitude, à la séance des questions. Et Noémie et Jérôme vont vous passer les micros. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions sur la nuit à Rome. Bonsoir, merci pour cette belle présentation, comme d'habitude. Donc j'ai une petite question concernant l'huile. Quelle était l'origine? C'était une huile de roche, une huile issue de pétrole ou une huile d'olive? Non, c'est l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive qui est majoritairement employée. Et l'huile de pétrole n'était pas du tout Le bitume était connu. Le bitume était connu. Les Romains nous le citent pour les Mésopotamiens. Ils nous disent qu'eux l'utilisaient, mais eux, a priori, n'utilisaient que l'huile d'olive quand c'était en liquide, mais ils connaissaient également la cire d'abeille, des cires animales, ou du suif également, en solide. Merci. À droite. Alors, très bonne présentation. Justement, vous avez évoqué la criminalité de nuit. C'était pour savoir, est-ce qu'il y a eu des opérations préparées justement décidées par l'empereur pour lutter contre ce genre de criminalité, des arrestations, ces choses-là? Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, il y a un paradoxe par rapport à aujourd'hui. Les villes sont plus sûres que les campagnes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Dans l'Antiquité, les villes sont plus sûres que les campagnes parce qu'en ville, il y a des forces de sécurité, des forces de police. On a vu pour Rome les vigiles et les cohortes urbaines. Alors cela dit, la nuit est dangereuse. La nuit est dangereuse, on a beaucoup de témoignages, et en particulier, elle est dangereuse à cause du manque d'éclairage. Ce sera c'est vrai pour Paris aussi, hein, quand les villes européennes ont connu l'éclairage, il y a eu une baisse de la délinquance nocturne extrêmement importante. Donc Rome est une ville, oui, dangereuse la nuit. Il y a des forces de police qui font des patrouilles en permanence, ce qu'on appelle les vigiles.
qui ont un métier dangereux. On le voit sur les inscriptions, parce que quand ils ont fini leur ronde, ils disent « Ouf, tout s'est bien passé pour ce soir, donc ça ne devait pas bien se passer toutes les fois », mais il y avait donc ces rondes de police permanentes. Alors justement, sur ces rondes, on a une question sur Internet. Est-ce qu'on connaît les effectifs de chaque patrouille? Est-ce qu'il y avait plusieurs patrouilles qui s'organisaient entre elles? Alors, les effectifs de chaque patrouille, exactement, on ne les connaît pas. Par contre, on connaît les effectifs des corps de garde qui étaient répartis dans toute la ville. Et si je me souviens bien, ça doit être autour de 300 vigiles par corps de garde. Si vous voulez retrouver les chiffres, je les avais donnés dans la nocturne sur pompiers et police. C'est assez important. C'est important par rapport, par exemple, aux effectifs modernes de pompiers à Paris. Bon, mais ils n'avaient pas non plus les moyens qu'ont les pompiers de Paris, mais en nombre d'habitants, c'est un rapport important. Oui, quand je dis pompiers, c'est parce que la nuit, police et pompiers, c'est les mêmes. Ce sont les vigiles qui font les deux métiers en même temps. Pas d'autres? Si. Il y en aura une aussi au premier rang, Noémie, après. Ou Jérôme. Merci. D'abord, merci pour votre travail et félicitations à toute l'équipe. Et j'en profite pour souhaiter bon vent à Noémie dans son nouvelle fonction. Et féliciter le docteur Karim pour une conférence qu'il a faite il n'y a pas très longtemps, que les gens ont beaucoup apprécié. Mes questions, d'abord, est-ce que les bibliothèques aussi étaient éclairées? Et est-ce que le peuple y allait? Oui. Alors, de ce qu'on sait des bibliothèques, des heures d'ouverture des bibliothèques, il n'y avait pas d'ouverture nocturne. Ah bon? Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi? Enfin, on ne sait pas. Alors, c'est un argument a silentio. On n'a pas à ma connaissance, on n'a pas de témoignage d'utilisation des bibliothèques de nuit. Mais il faut bien comprendre que on a failli vous amener une lampe à huile ce soir en fonctionnement, et puis on s'est dit que la vice-présidente était là et que mettre une flamme dans l'amphipierre d'or, on n'aurait peut-être plus le droit d'y aller après, donc on ne l'a pas fait, voilà. Mais ça n'éclaire pas beaucoup. Ça n'éclaire pas beaucoup. Donc, si vous voulez, si vous avez une lampe sur votre bureau, bah oui, vous allez le faire, vous allez travailler. Et puis, en plus, souvent, les auteurs dictaient à un esclave ce qu'il avait à écrire. Donc, lui, il n'avait pas besoin d'y voir beaucoup. Mais dans les bibliothèques, non, on n'a pas d'attestation de travail de nuit dans les bibliothèques. D'accord. Une dernière question liée à celle-ci. Est-ce que dans Rome la nuit, est-ce que les auteurs, il y avait des salons par exemple pour les auteurs comme au XVIe, XVIIe siècle ou en France où il y avait des salons où des auteurs pouvaient lire leurs œuvres et les faire connaître par exemple? Ah, tout à fait. On sait que dans les riches familles, il y avait des cercles. On connaît bien le cercle des Scipions, on connaît tous les artistes qui se trouvaient autour de Mécène à l'époque d'Auguste. Effectivement, les auteurs venaient lire leurs œuvres dans des maisons, dans des domus, et ils le faisaient aussi dans des salles de conférences qui pouvaient se trouver dans les thermes d'ailleurs, dans les thermes, dans les bains publics. D'accord, merci. Avant la prochaine question, je vais vous laisser passer les questions. Je voudrais aussi dire un petit mot sur deux personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure sur la scène, qui nous sont pourtant très précieuses. Ce sont les deux réalisateurs du Centre audiovisuel, qui appartiennent à la direction des services informatiques, et qui ce soir sont très malheureux. Il y en a un qui est au fond de son lit, très mal, et quand il regardera cette vidéo, je voudrais lui dire toute notre amitié. Ce matin, il a tout mis en place. Il a tout mis en place quand même. C'est Stéphane Workowski. Et il y en a un autre qui est là. C'est Guillaume Le Terrier. Je lui avais proposé de monter sur la scène, mais pauvre Guillaume, il est sous morphine. Voilà, il a le dos complètement bloqué. Et Guillaume Le Terrier est venu quand même réaliser cette captation avec Karim. Voilà. Quand Guillaume a su que la captation de la nocturne de ce soir
n'allait pas pouvoir être faite. Il a sauté dans sa voiture malgré le corset, malgré les médicaments. Et je lui ai dit, mais tu vas rester là combien de temps? Je pensais qu'il allait nous apprendre des rudiments pour utiliser le système. Et il m'a répondu, je partirai quand ça sera fini. Et ça, c'est du courage. Voilà, on va prendre la question suivante. Il y avait une question là et Jérôme en a une aussi là-bas. Donc Noémie, il y aura monsieur après. Je voulais simplement savoir comment on allumait, comment on faisait du feu. Je suppose qu'ils connaissaient pas les allumettes. Si. Alors pas les allumettes comme les nôtres. Ils avaient des briquets, ce qu'on appelle des briquets, c'est-à-dire c'est une pierre et une petite partie en métal, hein, qui frottaient l'une contre l'autre, qui provoquaient des étincelles sur des parties qui pouvaient utiliser sur de l'étoupe, sur des produits facilement inflammables. Et on a retrouvé des allumettes, notamment à Saintes, en France. Alors pourquoi on dit que c'est des allumettes? Parce que c'est des longues baguettes de bois dont tous les bouts sont calcinés. On les retrouve au fond d'un puits, c'est pour ça qu'elles ont été conservées. Alors, bon, ils n'utilisaient probablement pas le soufre comme nous on le fait en grattant contre quelque chose de rugueux qui fait naître une étincelle et qui enflamme le soufre, mais il est bien possible qu'ils se servaient de ces petites baguettes de bois une fois qu'un feu est allumé pour allumer ensuite les différentes lampes avec la baguette. Voilà. Mais donc ces briquets, on en retrouve régulièrement. Les légionnaires les avaient quand ils étaient en campagne. C'était pas compliqué pour eux d'allumer du feu, plus compliqué que pour nous. Hein, mais il faut se dire que dans la maison, il y avait toujours du feu qui brûlait, hein, pour la cuisine, sur le laraire, par exemple. Généralement, il y avait une lampe qui brûlait en permanence. Donc il suffisait d'une petite baguette de bois, c'est ce qu'on va appeler une allumette, pour ensuite aller retransmettre le feu aux autres lampes. Oui. Oui, donc vous nous avez présenté de belles lampes. J'imagine qu'il y en avait de très petites et des très grandes. Est-ce que vous avez un échantillon, enfin, est-ce que vous pouvez nous dire des dimensions, les plus petites, les plus grandes? Et une autre question que je pose maintenant. Aujourd'hui, si on n'a plus d'électricité, bon, on a d'autres ressources, mais dans la plupart des foyers, on a une bougie dans le fond d'un tiroir. Alors, la bougie, ça date de quand? Est-ce que c'est une colle que je vous pose ou bien vous pouvez nous répondre? Alors, la bougie est connue. La bougie est connue, on l'appelle candela. Et elle la bougie, donc, c'est le principe d'un petit bâtonnet de matière grasse, hein, de la cire d'abeille ou bien du suif. Et à l'époque moderne, c'est la créatine, hein, qu'on utilise beaucoup, de la paraffine, hein, pour les bougies. C'est la paraffine. Et ça, voilà. Et ça, c'est connu depuis l'Antiquité. Je crois même que, vous savez, on est en train de faire une exposition sur le mobilier de Toutankhamon. Je crois que dans le mobilier de Toutankhamon, on a trouvé un chandelier pour porter des bougies. Hein, voilà. Donc c'est très très ancien. Hein, c'est très très ancien. Est-ce que ça a apporté davantage de lumen? Vous avez fait des études? Non, c'est pareil. C'est pareil que la lampe. Alors pour les dimensions donc, que vous demandiez, voici une petite lampe à huile caractéristique des lampes à huile romaines. C'est celle qu'on a failli faire brûler ce soir. On n'a pas fait brûler finalement ce soir. Ça, c'est vraiment la lampe classique. Alors ça, on en retrouve des milliers et des milliers. Alors vous pourrez les regarder après en partant si vous voulez. Vous en aviez des beaucoup plus grandes qui étaient de l'ordre, celle qui était à plusieurs becs. Il y en a une qu'on vous a présentée au centre d'une image. Elle faisait une trentaine de centimètres de long. Et donc dans tous les matériaux, en terre bien sûr, mais aussi en métal, et en bronze, en or quelquefois, et même en verre. Oui, mais cette lampe à huile, donc, elle a fait florès, puisque au 19e et au début du 20e siècle, on s'éclairait avec ce qu'on appelle des grassés, je crois, qui étaient à peu près de ces dimensions, quoi. Et vous savez que c'est même... Le principe est très très ancien. On a retrouvé des lampes, je ne vais pas trop dire de date parce que ce ne sont pas mes périodes, je crois qu'on en a retrouvé 2000, 3000
avant Jésus-Christ, c'est simplement des pierres qui sont creusées, dans lesquelles on met une graisse quelconque et une mèche qu'on va allumer. Hein, le principe de la lampe à huile est quelque chose de très très ancien qui remonte bien avant les Romains. Les Romains l'ont utilisé, ont perfectionné, ont eu des normes bien caractéristiques, mais ça c'était inventé bien avant eux et ça s'est encore utilisé, vous avez raison, bien après eux. Oui, on va encore prendre peut-être une question et puis oui, on prendra encore autre question aussi puis on arrêtera là. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment ça se passait pour l'éclairage des spectacles. C'est-à-dire, est-ce que c'était par exemple des danses avec des torches ou est-ce que c'était tout autour de l'estrade où il y avait des jeux avec des miroirs pour éclairer la scène? Comment on arrivait à voir les spectacles? Alors, comme la définition que l'on nous donne dans les textes, on parle de ludis kaeniki, donc c'était sur scène. Hein, c'était sur scène, c'était très probablement des représentations théâtrales où on éclairait avec de multiples lumières. Sophie vous l'a dit, c'est occasionnel, donc là on peut y aller sur la dépense d'huile. Donc probablement qu'il y avait des rampes complètes de lampes à huile qui étaient placées devant les acteurs et qui permettaient de les éclairer. On peut imaginer aussi, parce que le théâtre, vous savez, on est au IVe siècle, hein, dans notre modèle, le théâtre au IVe siècle, c'était devenu un petit peu ce qu'est le music hall, hein, avec des spectacles de jongleurs, des spectacles de danse aussi, différents spectacles. On peut imaginer ce qu'on fait aujourd'hui avec des flambeaux, des jongleurs qui lancent des flambeaux, des choses comme ça, qui se prêtent bien au spectacle de nuit. Mais c'était donc sur la scène, ce qu'on appelle nous la scène, ce que les latins appellent le pulpitum. Les Romains utilisent relativement peu l'orchestra, la partie basse du théâtre pour le spectacle. Si on voulait s'amuser à Rome, existait-il, je sais pas, des cabarets, des boîtes de nuit Il y avait des mauvais lieux, oui. Il y avait des mauvais lieux, on vous en reparlera un petit peu à la nocturne d'octobre l'an prochain. Il y avait des mauvais lieux pour s'amuser. Il y avait effectivement des cabarets, des estaminets, hein, dira-t-on, ouverts au moins tard le soir. Hein, voilà. Des bars? Alors, oui, on peut utiliser le mot, un débit de boisson, disons, hein, des endroits où on pouvait boire. Hein. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de Romains qui aimaient aussi bien faire la fête, donc on pouvait se faire inviter chez un fêtard. Si vous lisez le roman de Pétrone, voilà, Trimalcion, le festin de Trimalcion, c'est l'histoire d'une fête chez un particulier, chez un riche particulier. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Bonne soirée. Et si vous le voulez bien, donc à la prochaine nocturne, le premier mercredi d'octobre 2019. Tu as été...